Bonjour à tous, bonjour Olivier Bourguel. On est heureux de se voir de loin de nos salles de réunion respectives. Et merci à ceux qui nous dans le cadre de notre campagne à défaut de pouvoir se voir plus physiquement, parce que évidemment, vous pouvez couper le micro, vous pouvez passer le micro. Le micro. Coupe ton micro. C'est nous? Voilà, je pense que c'est mieux. On coupe chez nous quand vous parlez et vous coupez chez vous quand on parle. Donc, dans le cadre de la campagne, on a effectivement essayé d'aller un peu à la rencontre de nos confrères et d'aborder un certain nombre de thématiques susceptibles de les intéresser. C'est vrai que le sujet disciplinaire, c'est pas le sujet le plus drôle à aborder, mais c'est un sujet important parce que c'est une des missions essentielles de l'ordre. De savoir, en effet, dès lors qu'on est dans une profession autorégulée, comment on organise, en effet, la discipline. On a un certain nombre de propositions, mais je pense qu'on va peut-être conclure avec ces propositions. Mais il nous intéressait de pouvoir aborder ces questions avec Gaël Lequillec, ancien membre du Conseil de l'Ordre, avocat au barreau de Paris, et ancien membre du Conseil de l'Ordre, qui a été instructeur disciplinaire et qui a été également, et qui siège d'ailleurs, je crois, toujours en formation de jugement à l'ordre, mais également Olivier Bluch, qui lui n'a pas été membre du Conseil de l'Ordre et qui justement a un autre regard et qui a le regard d'une certaine façon de l'usager de ces formations disciplinaires pour avoir déjà défendu et représenté un certain nombre de confrères devant l'ordre et devant les formations disciplinaires de l'ordre. Donc merci à vous deux d'avoir accepté de nous éclairer sur ces questions. Et je ne sais pas comment vous êtes répartis la parole, mais je pense qu'à l'issue de votre intervention, on pourra vous dire, nous, un peu comment on conçoit les choses, et peut-être sans dévoiler un suspense insoutenable, dire quand même que la conception qui est la nôtre, c'est celle d'un bâtonnier protecteur et d'un bâtonnier confident de ses confrères, et ça a sur nos propositions, évidemment, un certain impact. À vous. Beaucoup, Julie. Donc avec Olivier, on s'est réparti les rôles et on a repassé un peu l'article P72 au peigne fin de la procédure disciplinaire pour le côté usager externe et puis ce qu'on en sait de l'intérieur lorsqu'on siège comme instructeur ou comme membre d'une formation disciplinaire. Et on a simplement mis en relief quelques points qui ont attiré notre attention et l'un et l'autre, et ça converge, ce qui est plutôt salvateur. Qui sont le premier point, en fait, le fait que le bâtonnier est autorité de poursuite, le bâtonnier en exercice, et comme on a pu le souligner, tu as pu le dire, le bâtonnier est également le confident de ses confrères. Et on a vu là, en fait, une espèce de hiatus qui est, ce qu'on appelle d'ailleurs une schizophrénie dans le cadre de cette campagne, qu'il convient de réconcilier, en tout cas de séparer, et vous aurez peut-être l'opportunité de nous expliquer quelle est votre conception et est-ce que ce point-là a déjà été revu. Le point qu'on a vu également avec Olivier concerne l'enquête déontologique, dans le sens où l'enquête déontologique est à l'initiative propre du bâtonnier. Et si le bâtonnier ne veut pas procéder à une enquête, il en avise simplement l'auteur ou la partie qu'il a demandé ou le plaignant. Je n'ai pas vu dans les textes et je n'ai pas souvenir qu'un refus d'enquête déontologique doit être motivé, ni qu'un plaignant puisse faire un recours sur ce refus. En l'état également, la décision à l'issue de l'enquête déontologique qui est faite, un rapport est fait. Il faut savoir que le délégué, je l'ai lu également, n'est pas tenu, et tu nous en parleras, Olivier, parce que je pense que tu as été confronté à une enquête déontologique. J'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus. Ce que je vois, moi, du point de vue des textes et de la pratique actuelle, c'est que le délégué n'est pas tenu de dresser un procès-verbal des auditions auxquelles il aura éventuellement procédé. De même, le délégué du bâtonnier en charge de l'enquête déontologique n'est pas non plus tenu d'entendre contradictoirement l'avocat qui est concerné. Dernier point concernant l'enquête déontologique, à l'issue de sa mission, le délégué, donc, qui a mené cette enquête déontologique, fait 3 préconisations au bâtonnier. La première est simplement de procéder au classement du dossier, le second est de prononcer une attestation paternelle, et la troisième est de procéder à un renvoi disciplinaire. Là encore, les textes sont silencieux sur le fait est-ce que le recours, la décision doit être motivée ou pas, est-ce qu'il existe un recours. Je ne sais pas, Olivier, toi qui as été confronté à une enquête déontologique, est-ce que ces points-là, moi, ces points-là me paraissent assez saillants? Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu en as vécu? Merci, merci Gaël. Effectivement, j'ai eu la chance et l'honneur de défendre à la fois des confrères et des plaignants dans le cadre des procédures instruites par l'ordre.
La première chose que je voudrais dire avant de me prononcer sur un certain nombre de points particuliers, c'est qu'on entend souvent, effectivement, y compris dans le cadre des campagnes, parler d'une réforme de la procédure disciplinaire. Et le point est souvent mis en avant de savoir s'il faut modifier la composition de l'enquête disciplinaire, enfin, ou de la formation disciplinaire, et est-ce qu'il faudrait y faire entrer, par exemple, des magistrats. La première chose que je veux dire, pour l'avoir utilisé comme usager, c'est que la procédure disciplinaire confiée à des avocats est une excellente chose, et je crois que, en tant que candidat au bâtonnat, et demain, je l'espère, futur bâtonnière et vice-bâtonnier, il faudra se battre pour que la procédure disciplinaire reste entre avocats, parce que c'est une procédure qui s'adresse aux avocats, par les avocats, et ça me paraît être un point essentiel. La deuxième chose, c'est que, en tant qu'usager, le constat que j'ai fait, c'est que globalement, la procédure disciplinaire, c'est quelque chose qui fonctionne, et en même temps, il y a une part dans toute cette procédure disciplinaire d'illisibilité, d'imprévisibilité, qui n'est pas tout à fait conforme à l'idée que l'on peut se faire en tant que juriste d'une procédure cadrée, qui fonctionne normalement, et donc c'est dire qu'il y a des fonctionnements empiriques un peu trop nombreux quand même dans notre procédure disciplinaire. Et je crois que nous avons identifié avec Gaël et que nous sommes d'accord sur ce point, il y a quelques vices dirimants qui, à mon sens, devront être corrigés. Le premier, effectivement, c'est sur l'ouverture. Sur l'ouverture de la procédure disciplinaire, il y a quelque chose qui est du domaine de l'autorité du bâtonnier, et il faut quand même faire très attention à ce que cette autorité ne devienne pas l'arbitraire. L'autorité du bâtonnier, c'est bien, c'est naturel, c'est assez logique dans le cadre d'un ordre professionnel, mais l'arbitraire, en revanche, ça n'est pas acceptable. Et il faut bien le dire, il est arrivé par le passé que certaines affaires ne soient pas poussées devant les juridictions disciplinaires, enfin, devant les formations disciplinaires de l'ordre, et ça n'est pas acceptable. Je crois qu'en l'état, il faut revoir les textes qui permettent effectivement ce drôle de filtre que constitue l'enquête déontologique, qui est à la main du bâtonnier. Il peut ou peut ne pas faire d'enquête déontologique avant de saisir la formation disciplinaire, et il faudra effectivement probablement se pencher sur cette enquête déontologique, cette faculté qui est laissée au choix du bâtonnier d'en mener une ou de ne pas en mener une est quelque chose effectivement d'un peu compliqué. Alors pour l'avoir vécu, je dois dire que en l'occurrence, ça s'était bien passé, mais je représentais un plaignant. Il faut quand même se dire que lorsque l'on comparait en enquête déontologique pour s'entendre dire qu'on est venu vérifier les griefs qui étaient faits et qu'à l'issue de cette enquête déontologique, on fera un rapport au bâtonnier qui décidera si oui ou non il faut engager du disciplinaire, c'est quelque chose qui est un petit peu surprenant. Pour faire un parallélisme avec la procédure pénale, c'est un petit peu comme si le doyen des juges d'instruction vous entendait au moment du dépôt de votre plainte avant de désigner un juge d'instruction qui ensuite devrait instruire à charge et à décharge, mais sur la base d'un rapport qui aurait déjà été rendu par le doyen des juges d'instruction. Je crois qu'il y a là quelque chose d'assez particulier sur lequel il faudra probablement que vous vous penchiez. Ensuite, sur l'issue de cette enquête déontologique, il y a également probablement quelque chose à revoir, c'est ce que j'appelle le non-lieu ou le classement sans suite. Si effectivement cette enquête déontologique ne débouche pas sur une poursuite disciplinaire, je pense qu'il serait légitime que le plaignant, et derrière le plaignant qui est un usager de l'avocat, il y a toujours une victime ou un confrère victime, derrière le plaignant doit pouvoir comprendre pourquoi il n'y a pas de procédure disciplinaire, et ça, je crois que ça ne devrait pas faire débat, mais en l'état des textes, il n'est pas prévu de motivation sur l'absence de poursuite à l'issue d'une enquête déontologique. Il est uniquement prévu que le plaignant est avisé. Donc, s'il est avisé d'un classement, mais qu'on ne lui explique pas les raisons de ce classement, je crois qu'il y a un manque qu'il faudra combler dans la procédure d'enquête déontologique. Et ça appelle une question à ce que tu expliques, Olivier, en moi. Est-ce que tu avais eu communication du rapport en fait, d'enquête déontologique? Est-ce que tu as pu en parler avec le client? Est-ce que ce document t'a été communiqué ou pas? Alors, je dois avouer que je n'ai pas souvenir d'avoir eu le rapport d'enquête déontologique. Je n'ai eu, me semble-t-il, que la possibilité de relire la déposition qui a été faite devant la commission,
le secrétariat de la déontologie qui, à l'époque, avait été délégué par le bâtonnier pour procéder à cette enquête déontologique. L'autre point également qui méritait une attention particulière est l'instruction disciplinaire, parce qu'on sait que c'est un travail qui est dur et qui appelle certaines compétences. Et à l'heure actuelle, je ne suis pas sûre qu'il y ait une formation interne des instructeurs. Il est bon également de pouvoir… on est toujours meilleur quand on a été des deux côtés. Et effectivement, quand on est dans une formation disciplinaire de jugement, on perçoit, on arrive généralement dans ces fonctions-là en 2e ou 3e année du conseil, l'instruction étant plutôt dévolue aux premières années. Du plus loin que je m'en souvienne, et je peux me tromper puisque mon passage au conseil est loin maintenant, il faut quand même avoir une vision et appréhender la matière de manière efficace. Or, souvent, lorsqu'on arrive en formation de jugement, on se retrouve confronté à un rapport d'instruction qui n'a peut-être pas été creusé comme il se devait, ne donne peut-être pas tous les éléments qu'il faut avoir. Même si les textes prévoient que l'instructeur peut avoir de larges pouvoirs d'investigation et de mesure, encore faudrait-il qu'il puisse avoir connaissance pleinement des mesures qu'il peut mettre en œuvre, que ce soit des confrontations, des auditions, des demandes de pièces. Et se pose également la question, Olivier, et je voulais aussi que tu nous en parles parce que tu as été confronté à ça, c'est simplement de la place du plaignant. Parce que si l'on suit les textes et on comprend ça, on voit que le rapport dans le cadre de l'instruction se fait entre le rapporteur qui est l'instructeur, l'avocat, le confrère en fait qui est mis en cause, des actes sont faits, il peut être assisté par un conseil ou pas, mais à ma connaissance, le plaignant n'est pas reconnu en tant que tel au niveau de l'instruction. Est-ce qu'il a le droit de demander des actes? Est-ce qu'il a le droit de demander une confrontation? Qu'en penses-tu? Alors, là encore, il y a un manque flagrant qui devra, je pense, faire l'objet de vos travaux à l'avenir. Ça fait longtemps, me semble-t-il, que l'ordre travaille sur la place du plaignant ou la place de la victime dans la procédure disciplinaire. Il y a eu un rapport qui, me semble-t-il, a déjà été déposé il y a quelques années, un voire plusieurs rapports, et on est en 2020, bientôt en 2021, et en l'état, le plaignant, qu'il soit usager de l'avocat ou confrère, n'a toujours pas sa place dans la procédure disciplinaire. C'est-à-dire que lorsqu'il a déposé sa plainte et que les poursuites sont engagées, il est tout simplement évincé de cette procédure, aucun élément ne lui est communiqué, il n'est pas partie, et au mieux, il est entendu comme simple témoin. Le déséquilibre est encore plus patent, puisque non seulement il est entendu comme témoin, mais parce que la procédure disciplinaire est une procédure qui est régie par les dispositions du Code de procédure civile et qu'elle soit être menée de manière contradictoire, lorsqu'il est entendu, eh bien, il est entendu en présence de l'avocat mis en cause. Et j'ai pu avoir cette expérience qui consistait à assister un plaignant qui était entendu par les instructeurs avec dans son dos l'avocat mis en cause et son conseil. Et là, effectivement, le plaignant dépose et signe son procès verbal. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en revanche, lorsque l'avocat mis en cause, lui, va être entendu, il n'y a pas de parallélisme des formes. C'est-à-dire que l'avocat mis en cause est parfaitement libre de raconter tout et n'importe quoi et de livrer une version que personne ne pourra contrecarrer parce que, pour le coup, lorsqu'il est entendu par les instructeurs, le plaignant n'est pas dans son dos, c'est-à-dire que là, il y a effectivement un vrai sujet sur l'administration et du principe du contradictoire et plus globalement sur l'administration de la preuve parce qu'elle est totalement déséquilibrée. Je crois qu'effectivement, là aussi, il n'est pas satisfaisant que les avocats soient les cordonniers les plus mal chaussés et on fait des gorges chaudes de tous les problèmes de procédure qu'on peut rencontrer dans les dossiers lorsque l'on y est confronté, le contradictoire, que ce soit au civil ou au pénal, et dans nos propres procédures disciplinaires, en la matière, il n'y a pas de contradictoire réel sur la manière dont les choses sont instruites. Donc, je crois sur ce sujet, en tout cas, que ça ne devrait pas, même pas faire débat. Alors, une précision quand même, c'est que la présence de l'avocat mis en cause dans le cadre de l'instruction au moment de l'audition du plaignant, je crois que c'est le résultat d'un arrêt de la Cour d'appel de Rouen. En tout cas, c'est ce qui nous avait été opposé à l'époque. Je ne sais pas si ça a été pris en compte depuis lors pour éventuellement modifier la procédure de manière plus textuelle. Mais en tout cas, dans la pratique, c'est comme ça que ça se passe. Et effectivement, c'est un vrai problème
pour l'usager et l'avocat du plaignant. Le dernier. Non? On continue? Vous voulez peut-être prendre la parole? Oui, alors on est évidemment, on partage un certain nombre de vos constats. Peut-être qu'en effet, on peut déjà échanger sur les deux premières problématiques, c'est-à-dire la question de la poursuite et la question de l'instruction, avant d'aller sur les questions de jugement. Vous avez notamment évoqué en effet la question de l'instruction et peut-être de la qualité des instructions disciplinaires. C'est vrai que quand on siège en formation de jugement, on se rend compte souvent que un avocat membre du conseil avec toute la bonne volonté qui est la sienne et toute la compétence qui est la sienne, s'il n'est pas pénaliste et s'il n'a pas cette culture de l'investigation, manquera vraisemblablement de réflexe dans la façon dont il mènera l'instruction disciplinaire. Et c'est vrai, Gaël Dull disait que les instructions sont souvent réservées plutôt aux premières années, et nous pensons que c'est une erreur, parce que justement, on se rend compte de ce qu'on attend d'un instructeur que lorsqu'on est au jugement et qu'on a sous les yeux les rapports d'instruction et qu'on voit ce que peuvent être éventuellement leurs carences. Alors pour ça, nous, c'est vrai que ce que nous aimerions, c'est deux choses. D'abord, tu l'as souligné, il y a un problème de formation des instructeurs disciplinaires et nous devons en effet vraisemblablement mieux former les instructeurs disciplinaires et peut-être structurer une formation des instructeurs disciplinaires. La deuxième chose, c'est qu'à notre sens, la possibilité d'être désigné instructeur devrait être réservée à des membres du conseil qui ont déjà siégé en jugement. Ça nous semblerait effectivement une bonne façon d'améliorer la qualité des instructions disciplinaires. Est-ce que vous voulez réagir déjà sur ces deux premières propositions ? Je pense qu'on est parfaitement en ligne. On attend de soi et le méandre qu'est le Conseil de l'ordre dans les différentes fonctions. Et c'est vrai que lorsqu'on est jeune, on n'est pas forcément de formation pénaliste, on n'a pas forcément cet œil aguerri. Et c'est vrai qu'en première année, c'est compliqué et on comprend finalement quand on évolue dans son parcours de membre du Conseil en deuxième ou troisième année, ce qu'est un rapport d'instruction qui sert à plein la formation de jugement pour pouvoir se prononcer de manière totalement éclairée. Moi-même, j'aurais aimé avoir une formation d'instructeur pour que l'on m'explique concrètement quand le texte dit faire toute mesure utile pour éclairer, qu'est-ce qu'en pratique, n'étant pas pénaliste, on peut et on ne peut pas faire, ou on doit et on ne doit pas faire. Alors, de la même façon, peut-être faudrait-il, mais là, c'est vrai que c'est un peu de la cuisine, entre guillemets, ordinale, mais c'est important aussi, élargir la possibilité de désignation des instructeurs. C'est vrai que pour l'instant, ce ne sont que des membres du conseil en exercice. Je pense que certains anciens membres qui ont justement une vraie expérience, qui ont siégé au jugement, pourraient être désignés instructeurs disciplinaires, en ce compris d'ailleurs éventuellement des avocats honoraires. L'autre sujet, et vous l'avez également abordé, c'est pour être plus en conformité avec nos procédures, c'est de pouvoir en effet prononcer des non-lieux. Et peut-être que Vincent, tu peux nous dire un mot là-dessus, parce que c'est vrai qu'on a certaines procédures disciplinaires qui, à l'issue de l'instruction, vont automatiquement, enfin toutes les procédures vont automatiquement au jugement, alors que dans certains cas, ce chemin-là pourrait être évité. Oui, on est d'une manière objective peut-être dans le procès disciplinaire qui manque d'équité. On ne peut pas instruire et n'avoir d'autre solution que de saisir les juridictions de jugement. Ça n'a pas de sens. Il faut que l'instructeur disciplinaire, et Julie a raison de souligner qu'il doit être expérimenté, aguerri, l'instructeur disciplinaire doit pouvoir rendre un non-lieu. Il faut réformer cette procédure disciplinaire. Et ce non-lieu, eh bien, le plaignant doit pouvoir en interjeter appel aussi. Alors, je voudrais revenir sur la question du plaignant. Il est exclu, que les choses soient claires, il est exclu de notre côté que le plaignant ait le pouvoir de déclencher le disciplinaire. Pour l'instant, il n'y a que deux personnes qui peuvent le faire, le bâtonnier et le procureur général. Alors, on a un projet de réforme qui consiste à déposséder le bâtonnier protecteur des avocats et protecteur des droits de la défense, confident de ses confrères, du pouvoir de déclencher la poursuite, qui serait confiée, je y reviendrai, à une commission, on va voir. Mais, par ailleurs, il faut clarifier la possibilité
pour une autorité de poursuite d'agir pour lui-même. On ne pourrait pas imaginer, par exemple, un procureur général poursuivre pour lui-même un avocat. Celui qui doit poursuivre ou celle qui doit poursuivre, ce serait le bâtonnier, en l'état, sauf réforme, ou la commission qui viendrait s'y substituer. Il faut, à l'occasion du disciplinaire, pourchasser toute idée de conflit d'intérêts. Une autorité de poursuite ne peut pas se placer dans une situation de conflit d'intérêts. Ce serait, comme le dit actuellement l'USM à propos d'autres causes, un mélange douteux des genres, assez inacceptable. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, mais Julie, peut-être veux-tu compléter mon propos? Alors, oui, peut-être pas là-dessus, mais je pense qu'effectivement, vous l'avez compris, notre conception est celle du bâtonnier confident. C'est d'ailleurs pas tellement notre position, c'est celle plutôt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, puis c'est ce que vient de dire la Chambre criminelle de la Cour de cassation, que le bâtonnier est le confident de ses confrères. Dans cette optique-là, il nous semble aujourd'hui qu'on est dans une situation un peu schizophrénique à partir du moment où le bâtonnier est effectivement autorité de poursuite. C'est un peu difficile. Vincent, tu le diras peut-être, c'était ta conception précédemment, que le bâtonnier devait être un chevalier à deux épées, avec d'un côté la confidence, de l'autre côté la poursuite. Ça nous semble aujourd'hui un peu schizophrénique, et c'est vrai qu'il nous semblerait d'abord possible, en attendant même une réforme des textes, mais qu'il puisse y avoir une séparation entre guillemets organique entre le bâtonnier confident et l'autorité de poursuite qui serait confiée à une commission vraisemblablement composée d'anciens membres du Conseil de l'ordre et de membres du Conseil de l'ordre en nombre impair pour éviter évidemment tout problème de prise de décision, mais qui ne rendrait pas compte au bâtonnier de son action. Oui, tout à fait. Et qui veut ajouter quelque chose? Il y a des questions, ce sont des questions là. Oui, je crois que la possibilité de rendre une ordonnance de non-lieu, c'est quelque chose qui semble frapper du coin du bon sens, au coin du bon sens. Mais je crois qu'il faut aller plus loin. Il faut aussi, pour éviter qu'il y ait un doute sur l'impartialité du bâtonnier, qu'en cas de classement sans suite et de refus d'engager ou une enquête déontologique ou une procédure disciplinaire, il faille aussi que ce classement sans suite ou ce refus d'informer soit également motivé. Aujourd'hui, la poursuite, enfin l'autorité de poursuite, elle est exercée par le bâtonnier, qui est secondé par le coordinateur aux poursuites et un certain nombre pour avis, un certain nombre d'anciens membres du Conseil de l'ordre. Je crois que par le passé, un certain nombre de dossiers auraient probablement justifié que des poursuites aient pu être engagées plus tôt. Certains plaignants ont pu ne pas comprendre pourquoi, effectivement, certaines poursuites n'étaient pas engagées. Et en l'état des textes, ça pourrait encore arriver, c'est-à-dire qu'on peut déposer une plainte auprès du bâtonnier, et puis, non seulement on n'entend plus parler, mais il n'y a pas de poursuite effective qui soit engagée. Et je crois que c'est une très mauvaise chose pour une raison simple, c'est que dans ces conditions-là, la seule alternative qui s'offrirait aux plaignants, c'est précisément d'aller saisir le juge de droit commun et en l'occurrence probablement d'essayer de trouver un fondement pénal à ce qui en principe relèverait du disciplinaire. Donc je crois que ce serait une bonne chose, que les avocats auraient à y gagner parce que, à mon sens quand même, il y a plutôt intérêt à régler au disciplinaire ce qui doit rester du disciplinaire et à ne pas faire du disciplinaire du pénal parce que c'est une confusion des genres qui, à mon avis, pourrait très vite être exploitée par des magistrats mal intentionnés à l'égard de notre profession. Voilà. Est-ce que vous souhaitez parler ou que nous parlions de ce qui concerne effectivement les formations de jugement? Alors, on y arrive. On vous laisse parler premier. Ce qui nous a frappé également avec Olivier lorsqu'on avance en fait dans le déroulé de la procédure disciplinaire et qu'on arrive à proprement parler à la formation de jugement, le premier point est un article en fait qui dit que l'affaire est placée devant l'une des formations de jugement. On sait qu'il y en a 4 à Paris. Peut-être avez-vous des axes de réflexion sur la façon dont ces affaires sont dispatchées entre les 4 formations et puis, de manière plus générale, j'ai envie de dire, la composition des formations. Elles sont faites chaque année, c'est ce que disent les textes. Et il y a peut-être une tendance, en tout cas c'est légitime, que nos confrères se demandent s'il n'y a pas
spécialisations ou des affinités qui font que certains dossiers arrivent devant telle formation ou telle autre formation. Ça, c'est peut-être la lisibilité de nos textes à travailler là-dessus. Idem, la place du plaignant, je pense que le sujet est encore prégnant au stade de la formation disciplinaire. On l'a vu à l'instruction, c'est une question. Devant la formation également, est-ce que le plaignant ne peut pas, s'il est reconnu en tant que tel, participer à l'audience, être là, écouter? Je ne sais pas ce que tu en penses, Olivier, toi qui as défendu en formation disciplinaire sur ces points-là. Alors, tu me permettras une petite correction. À Paris, il y a 5 formations disciplinaires et une formation d'instruction. Il y a effectivement un sujet qui peut interpeller quand on est extérieur à l'ordre. C'est effectivement qu'il y a des formations disciplinaires qui sont en l'état figé. Et on sait que c'est un groupe d'avocats, toujours les mêmes, qui vont siéger avec le même bâtonnier ou le même vice-bâtonnier dans le cadre des instances disciplinaires. Et pour le même, alors je ne sais pas si c'est pour le même genre de dossier, mais en tout cas, ça signifie quand même qu'il va y avoir quand même au terme de plusieurs années d'exercice dans ces fonctions, une forme de consanguinité, pour ne pas dire peut-être des courants jurisprudentiels qui peuvent se développer devant telle ou telle formation disciplinaire de notre ordre. Quand on sait en plus comment ça fonctionne, en fonction de l'indisponibilité des uns ou des autres, effectivement, c'est un tel ou une telle qui va prendre le relais et qui va remplacer celui qui n'est pas disponible ce jour-là. Est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement avoir une formation disciplinaire avec un roulement ou un tirage au sort de façon précisément à éviter des compositions qui peut-être ne sont pas complètement le fruit du hasard en fonction de la personnalité de celui qui doit comparaître. C'est une question que je laisse, mais qui ne serait pas complètement aberrante au regard du procès équitable qui doit être celui, et quand je parle de procès équitable, c'est dans les deux sens, c'est-à-dire pas trop de mensuétude et pas trop de sévérité. Parce que le problème de l'équité, il peut aussi fonctionner dans le sens d'une trop grande mensuétude à l'égard peut-être de confrères qui ont partagé les bancs de l'université ou d'une collaboration quand ils étaient beaucoup plus jeunes, ou plus vieux, j'en sais rien. Ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, sur la formation disciplinaire, j'ai perdu le fil. C'était toujours la place du plaignant, effectivement. Le principe, c'est que l'audience disciplinaire, elle est publique, sauf si celui qui comparait demande à l'ouverture de l'audience qu'on referme les portes. Et donc, dans 99% des cas, la porte est fermée. Mais si bien que le plaignant, qui est le premier concerné dans une affaire disciplinaire, puisqu'il aura été celui par qui le scandale arrive ou par qui la révélation d'un certain nombre de faits inacceptables arrive, eh bien, ne peut même pas participer à ce procès, qui est quand même un petit peu aussi son procès, parce qu'il est, entre guillemets, la partie civile disciplinaire du dossier, eh bien, il est laissé derrière la porte, qu'on lui referme aimablement ou moins aimablement au nez. Et ça, je crois que dans un système qui est celui des avocats, c'est peut-être une conception un peu dépassée de la procédure disciplinaire, et il y a probablement, à tout le moins, quelque chose à travailler sur la présence du plaignant ou de la victime au procès disciplinaire de l'auteur. Oui, alors effectivement, bon, on est un peu désolé parce qu'on a une assez mauvaise réception de votre son, mais je pense que ça vient de chez nous. Mais je crois qu'effectivement, on a compris l'idée générale et on va effectivement revoir ces points. C'est vrai que sur la formation de jugement, on arrive un peu, Gaëlle en faisait le constat, à des formations qui sont un peu formées par affinité. On a vu ça un peu, effectivement, ces dernières années. Je le sais d'autant mieux qu'ayant été secrétaire du conseil, on fait l'organigramme. Voilà, c'est vrai qu'on compose un peu les formations disciplinaires en fonction des anciens bâtonniers qui les président. Voilà. Et c'est vrai que ça pose une difficulté sur la lisibilité et en effet, vous le disiez, sur la définition de courant. Je ne sais pas si vous me voyez encore.
Ouais, voilà, on va faire comme ça. Donc, en effet, sur la définition de courant, et c'est vrai qu'on a tendance, en effet, à siéger un peu par affinité. Et je pense aussi que les formations ont un peu trop tendance à choisir leur dossier. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des dossiers peut-être un peu plus emblématiques qui, du coup, vont aller un peu systématiquement à telle formation considérée comme étant a priori plus prestigieuse. Je pense que c'est en effet assez contraire à l'égalité de la façon dont on doit en effet juger nos confrères et qu'il faudrait remettre un peu d'aléa. Les anglo-saxons disent du random, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire de mettre un peu plus d'aléa dans tout ça, c'est-à-dire de prévoir un renouvellement annuel des formations disciplinaires pour éviter cet effet un peu d'affinité, même si c'est très sympathique de siéger avec les copains, mais sauf qu'on est quand même là pour juger des confrères, hein, donc c'est pas ça le sujet. Et l'autre sujet, c'est peut-être aussi pour le coup, peut-être pas un tirage au sort des formations, mais un tirage au sort des dossiers en revanche, de façon à ce que les formations ne puissent pas choisir leur dossier, ce qui semble effectivement un peu contraire à la lisibilité des choses. Et ça permettrait peut-être en effet une meilleure unité, une meilleure unification de la jurisprudence de l'ordre en matière disciplinaire. Tu as raison. Alors peut-être qu'on peut insister aussi sur la question de la place du plaignant. Je vois notre ami Antoine Gentil qui est branché sur le chat et qui dit qu'en effet, et ça rejoint une réflexion qu'on a faite tout à l'heure, de dire que le plaignant ne doit en toute hypothèse pas avoir la possibilité d'avoir l'opportunité des poursuites, hein, on est d'accord avec ça, puisque là, ça ouvrirait la porte à tous les comportements revanchards possibles et imaginables, donc il ne faut pas cela. En revanche, si l'autorité de poursuite, que ce soit actuellement le bâtonnier ou dans un futur proche, une commission indépendante, ne fait pas son boulot, entre guillemets, de poursuite, alors, effectivement, il faut simplement savoir que le plaignant, qui va se heurter à un refus du bâtonnier ou de cette commission de poursuivre, pourra de toute façon saisir le parquet général qui lui aussi a effectivement la possibilité de poursuivre. Voilà en substance. Peut-être pouvons-nous, pour terminer, dire quelques mots en effet sur la place du plaignant à nouveau et des pouvoirs qui pourraient être les siens dans cette nouvelle procédure rénovée. Oui, alors si le plaignant ne peut pas être autorité de poursuite et déclencher la poursuite, il lui appartient d'avoir un rôle actif, c'est clair, et la possibilité d'être défendu par un avocat, bien sûr, la possibilité d'avoir accès au dossier d'instruction, d'en demander la copie, la possibilité de déposer des demandes d'actes, demander une confrontation, de demander l'audition de tel témoin. Alors, on peut toujours le faire actuellement, bon, mais il faut inscrire dans les textes ces droits, et on ne peut pas imaginer un plaignant inerte aujourd'hui. Imaginons un jeune avocat, une jeune avocate, victime de faits dits de harcèlement sexuel. Donc, il faut que ce plaignant, cette plaignante, ait la possibilité d'activer la procédure de manière efficace, que les choses soient claires. Alors, avec la possibilité, bien évidemment, pour l'instructeur disciplinaire, de prendre une décision de classement sans suite, on peut l'appeler comme on veut, ou de non-lieu, mais l'instructeur renvoie plutôt à non-lieu, et bien évidemment, avec la possibilité pour le plaignant de pouvoir interjeter appel d'une décision de cette nature. Alors, c'est vrai qu'on peut objecter, Julie l'a dit, Antoine Gentil en faisait la remarque, mais j'aimerais revenir là-dessus, c'est que l'avocat poursuivi donc, devra se heurter à la fois devant la cour, au parquet général, au bâtonnier éventuellement, et au plaignant lui-même. 3 adversaires, pourquoi pas. Et la mission ne me paraît pas impossible en défense, résister à 3 critiques qui seront uniformes d'ailleurs souvent. Mais bref, je ne vois pas de difficulté là-dessus au renforcement des pouvoirs du plaignant en tant qu'acteur du procès disciplinaire. Alors, au-delà, et il me semble qu'Olivier, même si on a assez mal entendu, a un peu évoqué cette question au début de son propos, c'est vrai qu'il y a aussi une possibilité récurrente, et en tout cas on ouvre le débat là-dessus, on ne l'a pas mis nous dans le programme, mais je pense qu'il peut y avoir une réflexion sur, premièrement, la mise en œuvre d'un achevinage. C'est aussi une vieille lune, si l'on peut dire,
c'est-à-dire de faire venir éventuellement des magistrats dans les formations disciplinaires en première instance, mais ce qui voudrait dire qu'à ce moment-là, il faut qu'ils nous acceptent en cause d'appel, c'est-à-dire qu'on aurait à ce moment-là des formations mixtes, aussi bien en première instance qu'en appel. Il me semble qu'effectivement, sur ces questions-là, la réflexion n'est peut-être pas tout à fait mûre. L'autre piste éventuelle, et ça, on est dans la démocratie, si l'on peut dire, participative et l'ouverture de l'ordre, c'est aussi peut-être une piste à creuser, même si là encore, à ce stade, nous ne l'avons pas retenue. C'est peut-être aussi de faire venir dans les formations disciplinaires de l'ordre des confrères tirés au sort, un peu comme on a des jurys populaires qui composent les cours d'assises, pour, là encore, rendre lisibles les actions de l'ordre dans ces matières-là. Une fois encore, nous ne l'avons pas retenu, mais pourquoi pas discuter de façon prospective de ces questions, puisqu'on y consacre ce webinaire. Voilà. Vous pouvez évidemment réagir si vous le souhaitez sur ces questions-là. Je te laisse terminer, Vincent. Sur le bâtonnier autorité de poursuite, on peut insister un peu? Bien sûr, bien sûr. Alors, pour quelle raison le bâtonnier autorité de poursuite aujourd'hui ne pourrait plus l'être? Parce que la jurisprudence de la chambre criminelle a évolué en matière de perquisition et de mise en cause d'avocats, gardés à vue et avant perquisitionnés. En matière de perquise, le bâtonnier est un protecteur des droits de la défense. Il existe 5 arrêts de la chambre criminelle en ce sens. Et donc, j'ai connu un cas d'un avocat qui était l'objet d'une procédure pénale, qui dormait, puis qui est rattrapé par le disciplinaire. Il est radié, il fait appel, certes, et le pénal se réveille. Et là, les perquisitions interviennent. Si bien que le bâtonnier, qui initialement était autorité de poursuite, devient bâtonnier protecteur des droits de défense lorsque le pénal se réveille pour contester les saisies en perquisition. On est en présence d'une situation complètement illogique. Alors ça, c'est le premier point, donc, de la nécessité de rationaliser l'intervention du bâtonnier, en fait. Alors, il y a un autre arrêt de la chambre criminelle, c'est l'arrêt Pierre-Olivier-Sur-Herzog, on va l'appeler comme ça, et cet entretien confidentiel, jugé confidentiel par la chambre criminelle, l'avocat qui a été perquisitionné puis gardé à vue, eh bien, se confie à son bâtonnier, il est sur écoute. Et cette relation-là est confidentielle, donc sauf à ce qu'elle participe de la commission d'une infraction, si le bâtonnier devait révéler que l'avocat est sur écoute. Bref, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, donc la chambre criminelle consacre cette solution de confidentialité. Et le Conseil national des barreaux, la commission règles et usages, travaille sur ces questions à une réforme de l'article 66-5. Et j'en ai récemment discuté avec la commission règles et usages, et il faut en tirer toutes les conséquences sur un plan statutaire, d'où nos réflexions. Alors, ce sont des solutions anciennes, évidemment. Le bâtonnier non investi, qui ne serait plus investi de l'autorité de poursuite, bon, cette idée-là était discutée il y a déjà plusieurs années. Il faut la mettre en œuvre, déjà en fait, avant que le CNB s'empare de ces questions, un peu plus avant, mais il faudra bien que nous travaillions ensemble à une réforme des textes. Ce qui renforcerait bien évidemment le rôle du bâtonnier protecteur, puisqu'il y a une demande du barreau d'avoir un bâtonnier protecteur, mais c'est un autre débat, et non pas un bâtonnier père fouettard qui dézingue sur un plan disciplinaire, c'est clair. Et il y a un autre état d'esprit aujourd'hui, ce qui n'empêchera pas l'instauration, la mise en place d'une commission qui sera investie d'autorité de poursuite, et d'où la nécessité, comme on disait, de renforcer les pouvoirs du plaignant. Alors, je propose, on vous laisse peut-être réagir sur ces 2 points, et après, on conclut si vous le souhaitez. Oui, alors, en fait, je rebondis sur ton propos, Vincent. Effectivement, le sujet de la schizophrénie disciplinaire pénale est effectivement un problème qui fait que le bâtonnier se retrouve avec une... Olivier, il faut que tu mettes ton micro pour nous parler. Est-ce que là, est-ce que c'est ça? Là? Non? Vous ne nous entendez pas? Rien changé depuis le début. On vous entend pas. Et là, ça va? Vous m'entendez? Il y a un souci, on les entend. Est-ce que vous nous entendez là? Bon. Petite seconde.
Et c'est qui ce Sarah Salman Et là, vous nous entendez mieux? Non? Bon. Non, ça c'est la télé. Non, c'est le volume. Je monte le son. Est-ce que vous nous entendez mieux? Alors, bon, manifestement, on n'arrive pas à vous entendre. Cela étant, je pense qu'on avait à peu près fait le tour de ces questions. On vous remercie beaucoup du temps que vous nous avez consacré et d'avoir travaillé sur ces questions d'évolution de cette procédure disciplinaire qui reste quand même une des grandes missions régaliennes de l'ordre et un peu un des piliers de l'autorégulation de notre profession. Donc, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Un très grand merci à vous et un très grand merci à ceux qui nous ont suivis pour ce webinaire. Voilà, très bonne fin de journée à tous. À bientôt.